Bonjour à tous, je suis heureuse d'ouvrir cette journée avec cette conférence que j'ai intitulée « Des pages écrites avec notre sang ». Je vais vous expliquer cette phrase « Place et image du peuple dans les histoires de France illustrées », parue sous la monarchie de Juillet, donc cette période qui va de 1830 à 1848. Ces ouvrages d'histoire illustrée posent des questions multiples autour de cette place et de cette image du peuple. Le peuple étant cette entité collective, protéiforme, qui est assez difficile à saisir pour les artistes. Les volumes historiques illustrés qui paraissent à cette époque sont en fait destinés principalement à la bourgeoisie. Ce sont des volumes qui sont assez onéreux à acheter. Et qui nécessite aussi un capital culturel pour être appréhendé, pour être compris. Et ce public bourgeois est particulièrement méfiant envers ces classes laborieuses, celles qu'on appelle les classes laborieuses au XIXe siècle. Alors, je vous ai fait un petit plan de cette conférence. J'aime bien qu'on sache où on va. On va voir en première partie que certains éditeurs essayent quand même de s'orienter peu à peu vers ce lectorat populaire qui apparaît comme un nouveau lectorat dont il faut s'emparer, à qui il faut s'adresser. C'est le cas en l'occurrence d'un éditeur qui s'appelle J. Cajani. Pas de prénom, impossible de retrouver son prénom dans les archives, donc c'est seulement Cajani. Et lui essaye d'élaborer un discours textuel et visuel qui s'adresse de manière privilégiée à ce lectorat populaire, à ce peuple. En deuxième partie, on va voir la manière dont les femmes du peuple sont représentées, parce que si le peuple est un personnage collectif peu représenté dans ces histoires de France. Alors les femmes le sont encore moins, mais elles sont quand même présentes à certains moments. Donc on va essayer de regarder ça, de Jeanne d'Arc aux anonymes comme les femmes de la Halle sous la Révolution. Et puis pour la troisième partie, on va s'intéresser toujours aux histoires de la Révolution, parce que ce sont elles qui se sont principalement penchées sur ce problème de représenter le peuple, comment représenter le peuple, pour regarder cette expression des passions populaires, puisque le peuple est représenté principalement comme une foule esclave de ses émotions, plutôt que comme un collectif doué de raison. C'est vraiment ce qui ressort de toutes ces histoires de France illustrées. Alors, première partie, donc sur cet éditeur socialiste, Cajani, la phrase « des pages écrites avec notre sang », elle a été en fait écrite par Cajani, qui lui se fait une mission en fait d'adresser ses ouvrages à ce lectorat populaire. Et en 1844, il réédite l'histoire de France d'un historien royaliste qui s'appelle Anquetil, avec des illustrations qui vont vraiment essayer de valoriser ce rôle du peuple français dans sa propre histoire, en fait. L'idée selon laquelle le peuple français devrait pouvoir comprendre et s'emparer de cette histoire de France qu'en fait, il aurait entièrement construite. En introduction, d'ailleurs, il écrit « Jusqu'ici, il semble qu'on ait fait des livres que pour les gens riches. Il semble que le peuple, la force de la nation, celle qui sue sou à sou l'or qui brille dans les palais, doivent ignorer tout. Nous avons pensé que l'heure était venue de contribuer enfin à l'amélioration des classes laborieuses par l'éducation, qui les mettra à même d'exercer les droits incontestables qu'ils finiront par acquérir un jour. » Donc, on est là vraiment dans un moment charnière où la visibilité des classes populaires est de plus en plus grande et où des questionnements émergent à propos de ces classes populaires, de leur place, de leur rôle, de la manière dont il faut aussi s'adresser à elles, quel discours tenir envers ces classes populaires, et puis évidemment le corollaire ou
même le cœur de tout ça, c'est la politique à adopter vis-à-vis de ces classes populaires. Et d'ailleurs, Napoléon III, avant même d'arriver au pouvoir, par exemple, va se pencher sur cette question-là. Alors, Cajani, donc, lui, est éditeur et il voit là, bien sûr, un filon à exploiter. Il voit bien que toutes ces histoires de France, elles sont adressées d'abord à la bourgeoisie et que pourtant, il y a cette espèce de réservoir là de lecteurs qui n'a pas encore été exploité et il s'aperçoit que les progrès de l'alphabétisation en font un lectorat à qui on peut s'adresser. Et puis, il y a aussi toute cette nouvelle offre littéraire à ce moment-là, la presse, les romans, qui commencent à vraiment se tourner vers ce lectorat. L'édition a subi une grosse crise en 1830, donc elle essaie de renouveler ses formules et elle cherche à attirer ces nouveaux lecteurs et aussi les enfants, les femmes, enfin des personnes à qui on s'adressait très peu auparavant. Donc, Cajani va tabler pour attirer ce lectorat sur une formule éditoriale originale, donc avec un nouveau type d'illustration, mais quand même un peu sécurisée, c'est-à-dire qu'il va aller chercher cette histoire de France d'Anquetil, qui est en fait un best-seller. À ce moment-là, c'est le best-seller, l'histoire de France la plus vendue. Elle est vendue à ce moment-là à des dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est considérable déjà en soi pour un livre au XIXe siècle et encore plus considérable pour une histoire de France à cette époque-là. Histoire de France qui a été rédigée en 1805, donc elle bénéficie de très nombreuses rééditions et rééditions illustrées. Donc Cajani destine cette publication à des personnes qui n'ont pas énormément d'argent à mettre dans l'achat de ces ouvrages et il fixe donc un prix modique. Je vous ai mis là la fiche de librairie pour cette histoire de France qui en fait rentre dans une grande collection qui s'appelle l'Encyclopédie nationale. Donc elle a pour but d'écrire l'histoire de la nation française. On a donc 25 fascicules. L'ouvrage d'origine est divisé en 25 fascicules à 1 franc. Et il s'adjoint aussi pour cette édition les services d'un journaliste qui va reprendre l'étude d'Anquetil et qui va la prolonger en fait jusqu'en 1830. C'est ce qu'on fait à ce moment-là, c'est quelque chose d'habituel. Ce journaliste, il s'appelle Charles Marchal et il a 22 ans. Donc il est très jeune, il est totalement inconnu. C'est un journaliste socialiste et catholique. Ce Charles Marchal, il va en fait reprendre les travaux des historiens précédents et il va les compiler. Bon, il est même attaqué pour plagiat, c'est une autre histoire. En tout cas, il va les compiler pour faire sérieux, en fait. Très simplement. C'est un gage de sérieux de reprendre les historiens les plus connus. Et Cajani, en saluant les services de ce jeune journaliste socialiste, catholique, proclame évidemment l'orientation politique de son histoire de France. Et cela lui permet aussi de fixer ce prix modique, puisqu'évidemment, il paye ce jeune journaliste beaucoup moins qu'il ne payerait un historien renommé. Alors, le décor... Je m'aperçois qu'en fait, je suis devant l'image, ce qui est quand même problématique. Je me décale. Voilà. Donc, le décor de cette page de titre déjà pose le message. On est donc dans le sens d'un message républicain et catholique, toujours. On a une allégorie de la France, là, qui porte un bonnet phrygien et qui désigne l'histoire de France d'Anquetil
à un ouvrier. Vous voyez ici cet ouvrier en chemise, qui est un symbole de la classe laborieuse. On a aussi la charte de 1830 ici, qui garantit certains droits au peuple. Et en haut, on a tous les souverains français rassemblés. Là, on est vraiment dans une iconographie classique de ces pages de titres. On voit donc Napoléon, Charlemagne, les grands rois de l'histoire de France. Et vous avez à droite un drapeau de la République française et à gauche une bannière décroisée avec écrit « Dieu le veut » dessus. Donc on a vraiment tout un arsenal symbolique qui proclame clairement le message et l'adresse de cette histoire de France. Et puis on a une autre image assez intéressante qui ouvre là le tome sur la Révolution de 1789. C'est un frontispice avec une allégorie de la France toujours avec son bonnet rouge. Et vous voyez qu'elle foule tous les symboles des monarchies déchues. Et qu'au-dessus d'elle, on a des soldats, on a le peuple français en fait en action qui regarde cette France victorieuse, cette France républicaine. Vous pouvez constater que la facture de ces images est assez sommaire. On est dans quelque chose d'un peu naïf, un peu rapide. L'illustrateur a probablement accentué cette caractéristique, déjà pour accroître la lisibilité des images, puisque on est là dans une logique pédagogique. On essaye de bien faire comprendre le message de ces illustrations, et aussi probablement parce que adresse au lectorat populaire. Et on considère à cette époque-là que les images simples sont les meilleures images, sont adaptées à ce lectorat populaire auquel cet ouvrage est destiné. Donc Cajani lui-même a pu en fait encourager cette simplification graphique dans un effort paternaliste d'adaptation à un niveau d'éducation supposé de ce lectorat populaire. Alors évidemment, il faut quand même garder en tête que cette histoire de France, elle est en 4 tomes et tous les tomes font 500 pages chacun. Donc il faut quand même c'est quand même une frange particulièrement volontariste et éduquée qui va lire cette histoire de France. En plus, c'est écrit en caractères, c'est atrocement petit. Alors, si on rentre un peu maintenant dans les illustrations narratives, donc les illustrations qui racontent l'histoire, on remarque que ces illustrations témoignent. On n'y est pas encore, d'ailleurs, je vais un peu trop vite. On remarque que ces illustrations témoignent de ce que, au XIXe siècle, un récit historique presque unique se forme. En fait, c'est un récit qu'on retrouve dans toutes les histoires de France de l'époque. C'est un récit qui est tissé autour presque exclusivement du destin de la monarchie, du destin des rois de France et de ceux qui se sont illustrés à leur service. Et là, on trouve les grands soldats, généraux, Condé, Jeanne d'Arc, etc. Et ce récit n'est que rarement remis en question. On a toujours cette base, quasiment. Mais les éditeurs et les illustrateurs vont se l'approprier et parfois ils vont un peu le tordre, ils vont extirper une phrase, une idée qui n'est en fait pas l'idée principale, mais qui va être conforme à leurs objectifs politiques. Donc là, c'est le cas pour Cajani. Donc 2 exemples là de représentation de personnages classiques de l'histoire de France, Clovis et Saint-Louis. Ce sont vraiment, ils font partie du panthéon des personnages de l'histoire de France, dont le destin est étroitement lié à celui à la fois de la nation et de la monarchie française. Et vous allez voir que ces illustrations prennent en compte le rôle du peuple dans l'exercice du pouvoir. Là, on est dans des illustrations qui représentent des héros avant tout, et on va voir ensuite des illustrations qui se concentrent sur le peuple comme personnage collectif. Alors Clovis, il est représenté généralement comme ça, c'est-à-dire lors de son baptême. Clovis, c'est vraiment l'archétype du barbare civilisé par la religion. Et le baptême, c'est cet événement qui est représenté. Chez Cajani, il est représenté comme ceci, c'est-à-dire
tout là-haut sur son estrade, et il est représenté acclamé par les peuples francs, les tribus franques fédérées qui vont choisir de l'élire en fait comme souverain, choisir de se mettre derrière lui pour forger la France. C'est cette idée-là, évidemment, dans ces histoires de France qui est développée. Et vous voyez que l'illustrateur a adopté un point de vue intéressant parce qu'on est non pas derrière Clovis, mais derrière le peuple et derrière ces guerriers francs qui élisent Clovis. Donc finalement, nous sommes un peu le peuple, là, en tant que lecteur, en tant que aussi participant à cette scène. Et dans la représentation de Saint-Louis, on a aussi une prise en compte du rôle du peuple, cette fois pour valoriser Saint-Louis, qui est représenté dans cette pose qui nous est très familière, en fait, sous le chêne de Vincennes, en train de rendre la justice. Et vous le voyez en train de condamner un noble à droite, noble qui a mal agi envers un paysan, et Saint-Louis va donc punir ce noble, ce qui n'est pas d'usage. Donc il est représenté comme un roi juste, un bon roi, qui respecte l'enseignement chrétien et qui va exercer sa justice envers les plus démunis, donc le peuple, et envers les plus privilégiés. Alors, les femmes du peuple, ce sont les parents pauvres, on va dire, de ces histoires de France. Elles ont une place très marginale et elles sont quasiment absentes, que ce soit les femmes du peuple, les femmes de la bourgeoisie, les femmes de l'aristocratie. Là, c'est le même combat pour tout le monde. La seule grande figure féminine positive, c'est Jeanne d'Arc. C'est une guerrière, et c'est une sainte, et c'est une vierge. Donc, c'est un personnage très connoté. À la rigueur, on a parfois Blanche de Castille, mais elle n'est pas toujours entièrement positive, parce que c'est aussi un peu la figure maternelle castratrice envers son fils Saint-Louis. Toutes les autres femmes, toutes les autres héroïnes sont négatives. Bruno, Marie de Médicis, Catherine Médicis, ce sont des femmes de pouvoir, et ce sont des femmes fatales au sens littéral du terme. Une autre figure féminine qui se détache parfois, c'est Jeanne Hachette. C'est celle qui a défendu la ville de Beauvais contre les troupes de Charles le Téméraire. Et Jeanne Hachette, elle fait partie du peuple. Vous la voyez là se battre avec ses compagnes. Elle est au centre donc. Et vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est que Martinet, le dessinateur, pour la distinguer et l'héroïser, lui a donné un costume d'Athéna. Elle a une espèce presque de peau de lion autour d'elle, une sorte de ceci là qui pourrait ressembler à des pattes, comme s'il y avait une référence à Hercule. Enfin, on voit que l'illustrateur a essayé de l'héroïser. Avec une iconographie traditionnelle, ce qu'il ne fait pas pour les hommes. C'est comme s'il fallait en rajouter dans l'arsenal symbolique pour héroïser cette femme. Alors Jeanne d'Arc, elle émerge dans les années 1810 comme personnage clé du récit historique français, et c'est Michelet, évidemment, qui en 1841 en fait l'héroïne du peuple. Et à partir de cette période-là, cette période romantique, on a deux iconographies qui vont s'affronter en permanence, qui sont toujours les iconographies qui s'affrontent aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté la jeune fille très jolie, très chaste, très féminine, et d'un autre côté la jeune fille masculinisée, celle avec les cheveux courts, avec l'armure, demi-armure ou armure intégrale. La guerrière, en fait, qui est celle qu'on préfère aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que cette iconographie émerge. L'iconographie qui est adoptée chez Cajani, c'est celle-ci. C'est cette iconographie masculinisée, en fait. On la voit donc là à cheval en armure intégrale avec ses cheveux courts, et elle est acclamée, vous le voyez sur la gauche, par le peuple. Elle est vraiment dans cet ouvrage, dans ces illustrations,
l'héroïne du peuple. Et ça, c'est une iconographie qui a été fondée notamment par Marie d'Orléans, la fille de Louis-Philippe, qui en avait fait son héroïne personnelle, qui l'avait représentée comme ça en guerrière et en sainte. Et vous voyez donc que cette Jeanne d'Arc-là n'existe quelque part que par le peuple. Le peuple acclame le tandem qu'elle forme avec Charles VII, mais c'est vraiment elle qui est héroïsée ici. Vous voyez qu'en plus, l'illustrateur a réservé un blanc, une espèce de halo blanc autour d'elle pour la distinguer. Alors, dans les histoires de la Révolution, chose intéressante, on n'a plus d'héroïnes distinguées comme Jeanne d'Arc l'est. On a des anonymes et on a un personnage collectif, populaire, féminin, qui émerge. Dans ces histoires de la Révolution, on voit, on sent les illustrateurs lutter vraiment pour élaborer une iconographie de ce personnage collectif, distinguer aussi les différentes classes sociales. Comment distinguer le peuple de la bourgeoisie, de l'aristocratie? Il faut élaborer des types où il faut s'inspirer de types déjà fixés. On voit ici chez Ary Scheffer, par ailleurs grand peintre d'histoire à cette époque-là, on voit une tentative d'élaborer ces types féminins populaires, et pour cela, il va chercher dans l'iconographie des cris de Paris. Ce que vous voyez en haut à gauche, là, les cris de Paris chez Edmé Bouchardon. Les cris de Paris, ce sont ces images qui classent en catégories socio-professionnelles la société urbaine d'Ancien Régime. Donc on a Abraham Boss, Edmé Bouchardon au XVIIIe siècle, Karl Vernet aussi au XIXe siècle, qui se sont intéressés à ces cris de Paris. Et Ary Scheffer reprend cette iconographie pour représenter les femmes, ici les femmes de la Halle qui partent pour Versailles. Ary Scheffer reprend ici la posture avec les bras, les mains sur les hanches, en fait, qui est devenue l'attitude caractéristique du peuple, des femmes du peuple. C'est une posture qui distingue la femme du peuple de la femme du monde, dont la bienséance veut qu'elle garde les coudes près du corps dans une attitude de retenue, de bonne tenue, de maîtrise de soi, qui est opposée à ce que Félicité de Genlis appelle le naturel populaire, c'est-à-dire la grossièreté, en fait. On a un costume également très normé. Vous voyez que ces femmes, elles portent des bonnets, elles ont le fichu aussi croisé sur la poitrine, les manches retroussées, elles ont souvent les bras et les bras musculeux, elles ont souvent des grandes mains aussi. On a vraiment l'iconographie de la femme de labeur représentée dans ces images. Et Ary Scheffer s'inspire aussi de Karl Vernet. Vous avez là la marchande de plaisir. Les plaisirs, ce sont ces petits gâteaux qu'on appelle aussi des oublis. Et vous voyez que, notamment pour cette femme âgée au centre, on a des similitudes assez frappantes dans le bonnet, cette espèce de foulard croisé sur la poitrine. Le profil d'oiseau de proie aussi un peu. On a vraiment une inspiration là de ces cris de Paris. Dans les histoires de la Révolution illustrées par Auguste Raffet, on a des types féminins très tranchés, où finalement les femmes, lorsqu'elles sont rebelles, sont jeunes mais négligées. Et lorsqu'elles sont victimes, généralement, elles ont la poitrine dénudée, elles sont sexualisées, en fait, ces femmes victimes. Et une des figures féminines qui se distingue un peu dans ces textes, c'est Aspasie, qui est décrite dans le texte comme une jeune femme, mais qui est généralement représentée comme une matrone un peu masculine qui hurle tout le temps. Elle est tout le temps représentée en train de hurler, de crier. Et en fait, cette femme révolutionnaire, ce type de la femme révolutionnaire, c'est sans doute
ça répond sans doute à l'idée que le public et les artistes se font de cette révolutionnaire issue du peuple. Et dans cette même lignée, on a donc cette représentation des passions populaires, toujours dans ces histoires de la Révolution, où le peuple apparaît comme une foule esclave de ses émotions, comme je vous le disais, sans chef pour la guider. Il y a aussi cette idée-là qu'il n'y a pas de chef qui émerge lors des grandes journées révolutionnaires. Et le comportement de cette foule peut basculer à tout moment dans l'irrationnel et donc dans la violence. Je vous disais tout à l'heure que ces histoires de la Révolution et ces histoires de France en général, elles sont destinées à un public bourgeois, un lectorat bourgeois, sous un régime de la monarchie de Juillet qui est le régime bourgeois par excellence, où Louis-Philippe est surnommé le roi bourgeois. Donc ce sont des histoires qui ne sont pas destinées à flatter le peuple, à le montrer sous un jour favorable. On montre le peuple généralement dangereux et vengeur, en fait. Le peuple se venge en permanence dans ces images. Et il faut essayer, pour la bourgeoisie, de le contrôler. Il faut essayer de l'apprivoiser. Les véritables héros, en fait, de ces histoires de la Révolution, ce sont les députés. Et les députés du tiers-État, ce sont des bourgeois. Donc ce sont eux qui sont vraiment héroïsés. Alors sous le crayon de Raffet, toujours, qui est le grand illustrateur de la Révolution, on a un peuple qui compte des hommes, des femmes et des enfants, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un peuple assez divers. On trouve des insurgés actifs, ce qu'on voit ici, et on trouve aussi des personnes qui sont prises dans la foule un peu contre leur gré, qui se font emporter par les événements, comme cette femme à droite. On ne sait pas très bien si c'est une insurgée ou si elle protège son enfant. Elle a l'air assez effrayée. On est là dans une scène, la scène du massacre de Foulon et de Berthier, où donc ces deux hommes sont décapités. Vous voyez que promènent leur tête au-dessus de la foule. Je vais revenir là-dessus, sur cette iconographie. Donc Raffet est particulièrement intéressé par cette immersion au cœur des passions de la foule. Et il en donne plusieurs exemples. Ici, dans le massacre de Foulon et de Berthier, on a vraiment des personnes qui ouvrent la bouche, qui crient, qui revendiquent. Ou dans les journées des 5 et 6 octobre, par exemple, je vais revenir dessus, là c'est les femmes de la Halle à Versailles, ou encore dans les massacres dans les prisons de Lyon, où là vous avez des personnes qui ont des expressions de colère, de terreur, de supplication, qui sont extrêmement fortes, extrêmement marquées. Cette dernière image, d'ailleurs, elle montre la guerre civile entre les révolutionnaires et les Vendéens. On voit là le cœur vendéen épinglé sur la poitrine de cet homme. Donc on a en plus une image des dissensions au sein même du peuple français. Donc là, c'est une image qui a encore une symbolique supplémentaire. Et dans toutes ces images-là, Raffet donne des expressions aux personnages exagérés, avec les bouches béantes, les cris de vengeance, les yeux exorbités. Ils brandissent des têtes coupées. Ça, c'est vraiment des topos de la figure du sans-culotte. On a des femmes qui ressemblent à des squelettes, ici par exemple, ou à une sorte de moderne Judith débraillée, donc comme celle qui traîne ce jeune aristocrate pour qu'on lui coupe la tête. Elle le traîne vers ce bourreau qui ressemble parfaitement à un homme des cavernes avec sa barbe et qui a le pied en plus posé sur un corps sans tête. Donc on a une imagerie horrifique, une imagerie du peuple débridé, qui est complètement emporté par ses passions, son désir de vengeance, sa soif de sang. Et on a toujours ces enseignes macabres au-dessus de la foule, les têtes coupées qui se promènent en permanence, même quand le texte ne raconte pas qu'on a décapité telle ou telle personne. Dans les images, il y a quand même des têtes coupées qui se promènent au-dessus de la foule. D'ailleurs, à George Sand, lorsqu'elle écrit sur la Révolution,
il vient immédiatement en tête l'image des têtes qui s'élèvent au bout de pique et se promènent au-dessus de la foule exaspérée. Donc, ce sont des motifs là qui reviennent de manière récurrente dans ces histoires de la Révolution. Et on trouve dans l'expression de ces passions, évidemment, des parallèles avec les têtes d'expression de Charles Lebrun, qui circulent dans tous les ateliers de l'époque, qui vont donc chéraffer jusqu'à la caricature parfois pour exprimer ces passions, les passions des protagonistes. Le désir, la colère, l'effroi surtout sont des expressions qui reviennent très fréquemment dans les images de Raffet. Je vais bientôt finir. 2 petites images pour terminer. Le retour de Varennes, qui est une toute autre représentation du peuple cette fois. Louis XVI, Marie-Antoinette, qui sont ramenés de Varennes, qui passent au milieu de la foule, qui les regardent passer un peu circonspects, qui ne savent pas très bien, cette foule, elle ne sait pas très bien quoi penser. Là, on a des bourgeois aisés, on a des femmes en robe de taffetas, en chapeau, on a des hommes en costume, on a 1 ou 2 artisans en bonnet aussi à droite, on a des soldats, des enfants, donc on a une foule assez diverse qui, cette fois, paraît calme. C'est la foule attentiste, c'est celle qui observe la Révolution. Contrairement à cette foule-là, le peuple aux Tuileries qui vient faire prêter serment sur la nation à Louis XVI, qui accepte donc de prêter serment, et qui accepte aussi de porter le bonnet rouge des révolutionnaires. Et là, on a un peuple, encore une fois, qui n'est pas violent, mais qui pourrait devenir violent. On sent ce désir de vengeance et cette idée que le peuple jouit vraiment de pouvoir entrer dans des lieux où il n'est jamais entré, où il n'est pas accepté, de pouvoir s'exprimer dans des lieux où on ne veut pas l'entendre, en fait. Donc, on a des images qui se prennent plaisir, qui sont vraiment intéressées par l'idée de détailler toutes les étapes et tous les signes du renversement des valeurs. Parce que c'est ça, la Révolution, c'est le renversement des valeurs. Donc, toutes ces images essayent de montrer cette idée-là. Donc, ces images, au final, elles tissent l'histoire d'un peuple qui, bien souvent, ne se situe que dans les marges de ces histoires de France, qui affectionne surtout les héros et les rois, comme je vous le disais au début. Et il est intéressant de constater, si on tire un fil du 19e siècle à aujourd'hui, il est intéressant de constater que notre imaginaire national contemporain est toujours peuplé de ces souverains et de ces héros qui ont, selon l'expression consacrée, fait la France. On a un certain nombre d'ouvrages où il y a marqué ces rois qui ont fait la France, ces personnages qui ont fait la France, etc. C'est d'ailleurs l'objet d'une étude qui est apparue il y a quelques années de Françoise Lantôme, Jocelyn Letourneau, qui s'appelait « Le récit du commun ». Ils avaient interrogé des élèves de primaire, collégiens, lycéens sur leur propre récit national. Qu'est-ce que l'histoire de France pour eux ? Et il en ressortait vraiment ça, cette idée selon laquelle les rois de France ont fait l'histoire plus que le peuple français. Et on essaye quand même aujourd'hui de revaloriser des figures qui ont été effacées, marginalisées, notamment les femmes. Mais notre paysage historique, individuel et collectif, reste encore très marqué par ces héros. On peut le voir notamment dans le cinéma sur la Révolution française. Le peuple demeure une espèce d'entité un peu diabolisée ou à tout le moins dont on ne sait pas très bien que faire dans tous ces films, Les Adieux à la Reine, etc. On a vraiment cette idée-là et au final on repère vraiment des persistances d'idées, de représentations entre le 19e siècle et aujourd'hui qui sont très intéressantes à remarquer. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Juste une remarque, c'est vrai que vous en avez parlé, l'iconographie
beaucoup, oui. Ouais. Quand c'est sorti, Cajani, bon, c'est un bel effort qu'il fait, mais je veux dire, il s'adresse à qui, a fortiori, si les ouvrages font 500 pages écrits en fond de 3, c'est impossible, quoi. Ouais. Donc les gens ne savaient pas lire aussi. Hein. Non, les premières lois sur l'enseignement, c'est 1833, et c'est même vraiment plus tard que ça devient obligatoire. Donc, ouais. C'est aussi qui fait que les gens étaient dans l'ignorance, quoi, en fait. Après, c'est un pouvoir politique qui veut ça aussi. Hein, je veux dire, imaginez les rois, les dirigeants, et c'est valable depuis l'histoire de l'humanité, en train de gouverner des gens qui réfléchissent. Hein, c'est pas possible. Ouais. Non, mais aujourd'hui, c'est pareil. Je veux dire, on garde les gens d'images, etc., etc. Qui lit vraiment avec attention, tout ça, c'est quand même une classe particulière aussi. Oui, bien sûr. Un journal une fois par semaine, vous voyez. Voilà. Oui. Donc, oui. Une question à propos de l'iconographie, les têtes coupées sur les pics. Est-ce que c'est bien pour présenter la barbarie du peuple plutôt que pour. Oui. Oui, c'est vraiment une iconographie de la terreur du bourgeois, en fait, face à ce que peut faire le peuple, aux extrémités auxquelles il est réduit, ou jusqu'où il peut aller, en fait. On peut la retrouver dans plusieurs images, mais c'est une exagération. En tout cas, c'était vraiment aussi. Alors, ça, c'est avéré, bien sûr. Il y a eu ces actions-là, mais c'est devenu un symbole, en fait, de la Révolution. La tête coupée sur une pique, c'est un symbole de la Révolution et de la fureur vengeresse du peuple. C'est assez intéressant d'ailleurs de remarquer que dans la langue anglaise chez les Américains, pour parler du fait qu'un collectif, quel qu'il soit, est en colère et a des revendications, on utilise cette image-là pour dire il y a le peuple qui nous attend avec des têtes au bout des piques ou avec des piques. Enfin, c'est une expression qui est rentrée dans leur langage. C'est très intéressant à remarquer. C'est vrai que perdure dans l'histoire de la France, c'est la méfiance du peuple. C'est cette idée de méfiance. On se méfie toujours. Oui. Et on peut aller jusqu'à nos jours. Bien sûr. Éviter les anachronismes et regarder les gilets. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est très flagrant là. C'est cette méfiance du peuple depuis la Révolution française. Effectivement. Par contre, les femmes, alors complètement Olympe de Gouges, tout ça a disparu. Non, rien. Pas Olympe de Gouges, c'est un personnage qui n'existe pas dans ces histoires-là. Elle apparaît plus tard. Donc, ouais. Et c'est une des femmes qui est revalorisée aujourd'hui, vraiment. Mais, ouais. Oui, toutes les femmes, en fait, elles sont négatives. Le portrait, par exemple, Marie Médicis, Ouais. il y a des études qui commencent un petit peu à étudier, revaloriser un peu le rôle de Marie Médicis, mais même dans la littérature, par exemple, dans La Reine Margot et tout ça. Oui, ce sont des empoisonneuses, Marie, Catherine de Médicis. Oui, c'est. Ouais. C'est ça, Isabelle Bader, qui, pendant la guerre de 100 ans, qui, son pauvre époux qui est fou et qui baptise, c'est terrible. Ça. Oui, c'est ça. Marie-Antoinette n'en parle pas. Oui, bon. Voilà, toutes les images, enfin, il n'y a aucune image positive de la femme. Toute image, c'est une image négative dans l'histoire de la femme. À part Jeanne d'Arc. C'est-à-dire quand elles sont positives, elles sont masculinisées. Oui. Elles sont soi-disant objectives, elles sont hystériques. On croit à leur passion, à leur intérêt. Dès qu'elles veulent le pouvoir, elles sortent de leur place, donc il faut les dévaloriser. En fait. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Oui. Je vais rebondir sur le terme hystérique. Est-ce que c'est pas une vision médicale de la femme au contraire? Parce que la femme a relation physiologique sur un objet chimique, ce qui n'est pas l'homme. Donc représenter la femme dans les moments de passion, c'est la représenter dans son état naturel, à savoir une euphorie. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais avec le personnage d'Aspasie, par exemple, dans les histoires de la Révolution. Elle est toujours représentée comme une hystérique, en fait. Et en fait, la foule est représentée comme une hystérique. C'est une foule hystérique, en fait, qui ne sait pas se maîtriser. Ouais. Ça remonte à Henri-Ève. Oui, bah oui. Non, mais il faut bien trouver. Et le peuple, d'une certaine manière, je crois que la cité littéraire, vous parlez des trois stigmates et des représentations du peuple avec ces trois points. Le peuple, finalement, est féminisé. C'est-à-dire que le peuple
Oui, c'est ça. n'est pas posé, n'est pas objectif. Et dans les histoires de la Révolution comme ça, les députés du tiers-état sont les hommes, en fait. Et ce sont eux qui ont la raison, ce sont eux qui décident, qui guident le peuple. Merci. Merci à vous. Merci.